Excellences, Monsieur le Secrétaire général du ministère des Relations extérieures, représentant Monsieur le ministre des Relations extérieures, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, distingués invités, je vous présente mes respects. Il m'a été demandé de vous parler du droit à l'alimentation. C'est ce que je vais essayer de faire en 15 minutes. Et à ce propos, je dirais que le dictionnaire Robert définit l'alimentation comme l'action ou la manière de s'alimenter, d'alimenter, en indiquant que l'aliment est une substance susceptible d'être digérée, de servir à la nutrition d'un être vivant. Une autre définition fait de l'alimentation l'ingestion de nourriture par les organismes pour obtenir les nutriments nécessaires et de l'énergie pour atteindre un développement équilibré. L'OMS nous dit que la nutrition est l'apport alimentaire répondant aux besoins de l'organisme. Ainsi définie, l'alimentation apparaît donc essentielle à la vie. Il est de ce fait admis qu'il s'agit d'un droit humain. Les instruments internationaux pertinents en affirment l'existence, déclinent son contenu, tracent les pistes de sa mise en œuvre, laquelle incombe aux États parties qui en assurent par ailleurs la protection. Vous avez compris qu'il s'agit là du développement qui va suivre. S'agissant de l'affirmation de ce droit comme droit humain, je citerai uniquement sur le plan universel le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels en son article 11, bien que d'autres instruments internationaux le reconnaissent aussi. Sur le plan régional africain spécifiquement, le droit à l'alimentation est reconnu par la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de 1990, articles 14 et 20, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes de 2003 en son article 15, la Convention de Kampala de 2009 sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique en ses articles 5, 7 et 9. De même, les protocoles à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui sont l'un relatif aux droits des personnes âgées de 2016 et l'autre relatif aux droits des personnes handicapées de 2018, qui malheureusement ne sont pas encore entrés en vigueur, et j'espère que les ratifications vont être faites par les États parties. Donc ces protocoles reconnaissent également ce droit à l'alimentation. En revanche, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 ne protège pas expressément le droit à l'alimentation dans ses dispositions. Cependant, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, forte de son pouvoir d'interprétation de la Charte prévue à l'article 45 du dit traité, affirme que les articles 4, 16 et 22 de la Charte s'appliquent au droit à l'alimentation. Sur le contenu du droit à l'alimentation, au terme de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, il s'agit, je cite, du droit à une nourriture suffisante. À ce propos, le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels, dans son observation générale numéro 12 de 1999, affirme, et je cite, que le droit à une nourriture suffisante est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec d'autres, a physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer. Le droit à une nourriture suffisante ne doit donc pas être interprété dans le sens étroit ou restrictif du droit à une ration minimum de calories, de protéines ou d'autres nutriments spécifiques. Il doit en outre être réalisé progressivement. Le rapporteur spécial des Nations Unies et la Commission africaine des droits de l'homme ont le même point de vue. À ce propos, le comité a dégagé les caractéristiques suivantes comme définissant essentiellement le droit à une nourriture suffisante. Il s'agit d'abord pour la nourriture d'être disponible. La disponibilité s'entend de la possibilité de cultiver la terre, de pratiquer l'élevage ou d'exploiter les ressources naturelles, de la possibilité de déplacer les produits alimentaires du lieu de production au lieu de demande ou de consommation.
La nourriture doit être adéquate. Pour ce faire, elle doit être saine, sans substances nocives, culturellement acceptable, en quantité suffisante, de bonne qualité par rapport aux besoins de l'individu. La nourriture doit également être accessible durablement. L'accessibilité comporte deux volets, l'accessibilité économique et l'accessibilité physique. S'agissant de l'accessibilité économique, elle signifie que l'individu ou le groupe d'individus doit pouvoir acquérir de quoi manger adéquatement sans que cela ne le prive de la satisfaction de ses autres besoins alimentaires. Quant à l'accessibilité physique, elle s'entend de ce que les personnes physiquement vulnérables, nourrissons, enfants, personnes âgées, personnes malades, personnes handicapées, puissent avoir accès à une nourriture suffisante. Excellences, mesdames et messieurs, le droit à l'alimentation, tel que reconnu et décliné dans son contenu, nécessite une mise en œuvre et naturellement, il doit être protégé. Il faut dire que la mise en œuvre du droit à l'alimentation est sous-tendue par la quête et l'exigence de sécurité alimentaire. Cette sécurité alimentaire, dont la définition se trouve dans la Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale, au sommet mondial de l'alimentation qui s'est tenu en 1996, je ne reviendrai pas là-dessus. Cette mise en œuvre incombe aux États, tel que cela ressort des différents instruments juridiques. Elle se traduit en un certain nombre d'obligations. À ce propos, l'observation générale numéro 3 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels relève que l'article 2 du pacte impose aux États, je cite, des obligations de comportement et des obligations de résultat, notamment la réalisation progressive du plein exercice des droits reconnus. Le comité dit par ailleurs que les États ont l'obligation de respecter ce droit, de le protéger et de lui donner effet. Pour respecter, ils doivent s'abstenir de prendre des mesures ayant pour effet de priver quiconque de l'accès à la nourriture. Dans leur obligation de protéger, ils doivent veiller à ce que ni particuliers ni entreprises ne privent des individus de cet accès. Dans le cadre de l'obligation de donner effet, les États doivent renforcer l'accès de la population aux ressources et aux moyens d'assurer sa subsistance. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dans ses lignes directrices de Nairobi, énonce la même chose. Cela étant, le pacte, la FAO et la Commission africaine des droits de l'homme proposent des pistes de mise en œuvre. Ainsi, l'alinéa 2 de l'article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels invite les États à prendre, de mon point de vue, des mesures de développement et des mesures de répartition équitable des ressources mondiales. S'agissant des mesures de développement, elles portent sur l'amélioration des méthodes de production, de conservation, de distribution des denrées par l'utilisation, la pleine utilisation de la science et de la technique, par la formation en principe d'éducation nutritionnelle et par la réforme agraire. Les mesures de répartition équitable des ressources mondiales, quant à elles, concernent les règles du domaine des échanges, importation, exportation et de la coopération. La FAO, à côté, a élaboré des directives volontaires à l'appui de la concrétisation progressive du droit à l'alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. Elles ont été adoptées en 2004. Il s'agit d'un ensemble de recommandations adoptées par les États, constituant un guide pratique sur la meilleure manière de concrétiser leurs obligations en vertu de l'article 11 du pacte. La directive 3, les lignes directrices volontaires de la FAO, fournit des indications utiles à ce sujet. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est plus explicite. Les lignes directrices relatives au droit à l'alimentation sont contenues au paragraphe 86 de ces lignes directrices de Nairobi, adoptées en 2010 à Banjul. Entendez principes et lignes directrices sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels. Et elle propose, la Commission, une vingtaine de mesures. En outre, dans les résolutions 374 sur le droit à l'alimentation et l'insécurité alimentaire, 431
sur le droit à l'alimentation et la nutrition en Afrique, 514 sur le droit à l'alimentation et le renforcement de la résilience nutritionnelle en Afrique, la Commission invite les États parties à prendre des mesures législatives, à adopter des politiques pour apporter des solutions aux problèmes posés. Cette mise en œuvre, qui est opérée par les États, fait l'objet d'un contrôle effectué par les organes des traités, librement consentis par les États parties. En effet, tous les instruments juridiques des droits de l'homme africains qui affirment le droit à l'alimentation prévoient un mécanisme de suivi de sa mise en œuvre en cours. Il s'agit de la présentation par les parties de rapports périodiques sur l'exécution de leurs obligations. Cela étant, devant les institutions compétentes, internationales ou régionales, l'État partie est comptable et répond de la non-réalisation du minimum essentiel requis pour que l'individu ne meure pas de faim, que cela soit de son propre fait ou du fait d'une autre entité sur son territoire. Les organes des traités de l'homme protègent donc ce droit, l'État également. Je relève que les traités des droits de l'homme prévoient des mécanismes de protection par le biais des plaintes ou communications dont peuvent les saisir ceux qui estiment que leurs droits sont violés. Ainsi, sur le plan africain, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour africaine éponyme sont compétentes en vertu des dispositions des articles 45 de la Charte africaine, d'une part, et 3 et 5 du protocole relatif à la Cour, sous certaines conditions. Cette protection des organes des traités est subsidiaire, l'État partie étant le premier responsable de la protection des droits de ses citoyens. L'État, responsable devant les organes des traités, comme je l'ai dit, a l'obligation de protéger sa population contre les atteintes à leurs droits. Il s'ensuit que celui-ci doit se doter d'une législation permettant la protection et la sanction de la violation. En effet, bien que l'État partie soit le seul à rendre compte devant les instances compétentes, tous les membres de la société, individus, familles, collectivités locales, organisations du secteur privé, ont des responsabilités dans la réalisation du droit à une nourriture suffisante. Excellences, Mesdames et Messieurs, en espérant n'avoir pas dépassé mes 15 minutes, je voudrais vous dire en conclusion que le droit à l'alimentation est le deuxième droit, à mon sens, qu'exerce l'être humain lorsqu'il vient au monde. Le premier droit étant le droit à la parole, la liberté d'expression. S'agissant de ce dernier droit, il me semble en réalité, et là j'ouvre une parenthèse, que cette liberté d'expression est en fait une obligation de s'exprimer. Car si le nouveau-né ne crie pas, il subit ses premières violences sur enfant par la claque que lui administre l'accoucheur. Et je ferme la parenthèse. Je disais donc que lorsque l'enfant naît, il crie et ensuite il tète le sein de sa mère. Car il sait instinctivement qu'il faut manger pour vivre. Et de ce fait, pouvoir manger, c'est pouvoir vivre. J'ai envie de dire, mesdames et messieurs, que le droit à l'alimentation est le droit qui donne vie à la vie. Je vous remercie.